Je fais un métier qui est hyper lent, donc la broderie ça demande beaucoup de temps et donc du coup je suis aux antipodes de la fast fashion et donc ça me pose problème dans le sens où moi ce que je produis va mettre X temps alors que la fast fashion va mettre un temps très très court et ça va vite disparaître alors que moi ce que je promeus c'est vraiment la lenteur, la valeur du vêtement, donner un sens en fait à un vêtement, notamment dans l'upcycling, dans le fait de sauver un vêtement, de leur donner une seconde vie. Je suis plus dans la récupération que dans la fast fashion, donc ce terme me pose problème. Quand on s'intéresse à la mode, aujourd'hui, on voit bien que la mode, l'industrie textile, c'est une des premières problématiques au niveau environnemental et social. En 2003, il y a eu beaucoup de changements dans l'industrie de la mode, dans les débuts des années 2000, à la fin des années 90, l'arrivée de la fast fashion. Donc ça a un peu bouleversé tout le marché et puis surtout la mainmise des maisons de mode, des groupes de luxe sur la presse, avec vraiment un changement dans la façon de faire des journalistes de mode qui travaillaient sur des listes précises en fonction de la publicité achetée par les marques, etc. Donc c'était beaucoup plus difficile d'avoir accès justement à ces articles. Et puis après ça s'est enchaîné, hein, la fast fashion, tous les accords multifibres en 2005 qui ont vraiment, alors là, complètement bouleversé la façon dont on a commencé à faire de la mode et à la distribuer. On va aller repérer le spot de la photo, je pense qu'on l'a trouvé. Il est pas mal, il est quasi parfait en termes de cadre et très simple d'accès en termes de logistique. Parce que là on va être sur une photo qui va être quand même très logistique. En gros ce qu'il faudrait c'est arriver à recouvrir tout là, presque jusqu'à un peu derrière, mais même pas forcément besoin. Tu penses qu'il y a assez? Vraiment tu as posture un peu soldat, tu vois, qui part. Là, bouclier. En fait, tu vas plutôt être comme ça. Mais l'idée c'est d'avoir le bouclier et tu vois, c'est Athéna, c'est Artémis. Il y a plus de facilité à se laisser porter par quelque chose de facile, qui va vite, qui répond à un besoin qu'on s'est mis en tête. Et ça me désespère un peu. J'avoue que moi je suis pleine d'espoir et j'espère le transmettre d'une manière positive et pas culpabilisatrice, mais
j'y crois pas trop, hélas. Je suis un peu déçue par ce que je vois. Là, non, je ne suis pas du tout optimiste. Et il n'y a pas de quoi l'être. Hein. Les vêtements que le grand public porte, qui sont délétères pour la santé, parce que c'est pas simplement pour les travailleurs au bout du monde, c'est pour nous qui portons ces vêtements en polyester. C'est des allergies, c'est des cancers, c'est des perturbateurs endocriniens qui vont faire que peut-être dans une génération on ne pourra plus faire d'enfants. Parce que ça bouleverse les systèmes reproductifs. Et ça, c'est des choses qu'on dit très peu, qu'on commence à dire. Mais par exemple, dans certains... alors, dans les vêtements, je ne sais pas. Le problème, c'est aussi beaucoup les teintures. Les teintures qui sont bourrées de produits chimiques. Mais il y a une étude qui est sortie pour la Commission européenne en 2021 qui disait que l'industrie textile utilisait plus de 8000 produits chimiques. Et dans certaines usines, dans le pays producteur là-bas loin, ils déversent les eaux dans les cours d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Les cours d'eau, les gens qui habitent autour de ces cours d'eau n'ont plus d'eau potable, ne peuvent plus pêcher. Donc juste ouvrir les yeux et puis faire attention à ce qu'on met sur notre peau et sur la peau de nos enfants. Vas-y, mets-toi en flexion. J'ai des chaînes là. Comme ça là? Ouais. Ouais, là, parfait. Faut juste pas que... Mais en fait, je me demande si c'est pas plus dans l'autre sens quand même. Comme ça. Comme ça. Ouais, c'est plus joli. Allez, c'est parti. Sur chaque déchet, tu vas mettre un petit point de colle, un bon point de colle, et tu le colles. Et en fait, après, il faut que les points de colle soient... Ça, de l'autre côté de la roche, et la corde ici. C'est vraiment cette face-là. Je galère, j'arrive pas à ouvrir ce truc. On n'a pas pris de ciseaux, par contre, on aurait dû. C'est vrai qu'on est un peu con. Donc attends, juste mets-le un peu plus visible par là, genre. Là, tu penses? Ouais. Hop. Voilà. Et ce qu'il faut essayer de faire, c'est de... Tu commences, tu colles un coup là, tu colles un coup là, tu colles un coup là. Et après, on compose un peu. Alors, non, on ne prend pas le problème en silo parce qu'on voit qu'il y a plein de corrélations. Il y a des corrélations entre lutte contre la pollution plastique et défense de la biodiversité, lutte contre la pollution plastique et défense du climat, lutte contre la pollution plastique et défense des populations qui sont les plus exposées, qui sont à proximité des usines de fabrication de plastique ou des centres de recyclage. Du coup, avec des risques industriels aussi. Donc, on prend le problème de manière globale. Simplement, on essaye de se concentrer sur une tâche parce qu'on ne peut pas arriver à tout résoudre avec nos petits bras. Donc, on essaye juste de se concentrer sur le fait de vraiment pousser les États, déjà c'est énorme, pousser les États, pousser les entreprises, pousser les particuliers à réduire l'usage de plastique. Là, vous allez trouver ici, vous allez trouver des mégots. Quand vous allez remonter un peu, mais je vous déconseille de remonter sur la route. Vous allez trouver un petit peu, là on a vu tout à l'heure, il y a pas mal de déchets alimentaires là, et de barquettes, de ventes à emporter, etc. Sinon il va y avoir beaucoup de mégots. Tu donnes, tu reçois. Tu donnes, tu reçois. Tu donnes, tu reçois. Tu vois, on ne pensait pas au début qu'il y avait un lien avec la fast fashion. En fait, moi, il y a quelques années, je ne savais pas que les fibres synthétiques, elles étaient issues de textiles. J'ai vu une image hyper frappante. C'est un centre de fabrication de polyester en Chine. En fait, ça ressemble à un centre pétrochimique.
Donc il y a des pétroliers qui arrivent, c'est en mer de Chine, donc tu as les racks pour les pétroliers qui arrivent. T'imagines pas que nos vêtements, ils viennent de ça, d'un centre pétrochimique. La mondialisation a fait que les choses sont complètement en petits morceaux et les gens ont plus conscience de comment on fait un produit. Le cycle de vie du produit, il est tellement segmenté que le consommateur n'en a pas conscience. On a commencé sur le plastique, on s'appelle No Plastic in My Sea, on voyait juste la pollution plastique en mer. De là, on a tiré un fil absolument énorme. Comme le plastique prend toutes les formes, qu'il y en a partout dans notre économie, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de formes de pollution, on l'a dit, macroplastique, microplastique, nanoplastique, qu'il y avait des enjeux de santé, on ne savait pas au début. On s'est rendu compte que les pollutions, en fait, elles sont en mer, mais elles sont aussi, il neige du plastique, il pleut du plastique, on respire du plastique. Les sols agricoles, maintenant, ils sont pleins de plastique. Ça empêche la croissance des végétaux, des salades, enfin, tu vois, il y a même un risque alimentaire. Donc en fait, c'est hyper intercorrélé. Donc de fait, on est obligé de s'intéresser à plein de sujets qu'on ne soupçonnait pas et que je pense que les gens ne soupçonnent absolument pas. En gros là, toi tu l'assures, moi je la descends. On la cale là, tu pivotes le bout jusque là. Et après, on la re... T'as lâché là? Bon. J'ai passé beaucoup de temps à Paris à essayer de comprendre un peu comment fonctionnait un peu le monde. Et c'est là que j'ai ressenti que les sportifs avaient une responsabilité qui allait plus loin que juste porter les couleurs de sponsors ou pratiquer leur discipline à fond et être les meilleurs. Et qu'en fait, on avait une aura et qu'on était assez écouté par différentes personnes dans la société. Mais c'est pas sur l'eau que j'ai compris ça, c'est pas sur l'eau que j'ai ressenti ça pleinement. C'est en m'entourant de scientifiques, de philosophes, de designers, d'artistes. Et après, c'est sûr, quand on est en mer, on a une appétence, on a une sensibilité peut-être qui est plus grande que d'autres, mais parce qu'on est connecté vraiment à l'élément et aux éléments. Mais c'est vraiment en dehors en sortant de mon cercle que j'ai compris et intégré pleinement que l'homme avait un impact important et qu'il fallait trouver des solutions pour réduire tout ça. Mais tous les moyens sont bons, l'art ça va toucher d'autres personnes, ça va toucher d'autres parties du cerveau à d'autres moments, donc oui c'est important aussi. Tout ce qui peut sensibiliser, ce qu'on pense nous c'est que la sensibilisation ça ne suffit pas. C'est que derrière, tu vois, c'est comme sur l'histoire, sur les fresques du climat, etc. Aujourd'hui, on voit que les gens, bon, ils font la fresque, ils sont conscients, ils ont les données en tête, mais ils ne passent pas forcément à l'action. Donc, l'art, pour nous, ça participe à la sensibilisation. Il faut arriver à trouver des formes artistiques qui ensuite vont engager pour faire bouger. Mes copains m'appellent ou le poète ou l'artiste parce que je sais que je suis influencé énormément par la poésie, par différents poètes, et par l'art en général, tu vois. Mais moi, je passe beaucoup de temps je suis un sportif qui passe beaucoup de temps à contempler, tu vois, je reste toujours assez émerveillé par tout ce que je vois là. Et en parallèle de ça, ouais, moi j'aime bien créer, tu vois, j'aime bien raconter des histoires et transformer des idées en réalité. Et ça, je le fais à travers le sport, à travers l'entrepreneuriat, mais aussi à travers la création artistique. Et par exemple, j'aime bien écrire des chansons, j'aime bien les chanter aussi. Et ce que j'essaie de raconter, ce que je raconte, il y a bien sûr les chansons d'amour, mais je parle aussi de thématiques, tu vois, qui me touchent, et notamment les sujets écologiques, notre relation à la nature, cette quête d'équilibre aussi et de déséquilibre que l'être humain peut avoir. Et ça, je crois énormément dans la force des récits. Pas mal ça. On a niqué nos paysages. L'humanité va s'éteindre de la surpollution des sols, de l'appauvrissement des sols, de la mort de la biodiversité sauvage et cultivée bien avant en fait que cette planète devienne invivable à cause du réchauffement climatique. Et au niveau agricole, quand les mecs me racontent
que en fait, c'est à cause du réchauffement climatique que les terres elles sont asséchées, j'ai envie de dire non, en fait. C'est parce qu'on coupe 45 000 km de haies tous les ans. C'est parce que la PAC pousse, en fait, à pousser, parce que maintenant ça a changé, à pousser pendant des années, à déboiser. En fait, c'est parce que les mecs labourent à 60 cm. C'est parce que tu n'as plus un ver de terre dans le sol qui fait que ça percole plus, donc tu as du ruissellement, des inondations et les terres s'assèchent. On a un peu plus de 2000 variétés qu'on distribue chaque année. En bio, je pense que c'est la plus grosse collection d'Europe en termes de diversité. Donc 2000 variétés, c'est ce qu'on diffuse. Mais ce qu'on garde, donc on a des semences de base qu'on va reproduire et tout ça, on doit être à peut-être 4500 ou un truc comme ça, variétés. Donc, mais tout ça, ça paraît énorme, mais en fait, vraiment c'est peu. Hein. Ouais. Au regard de ce qui aurait pu être... Au regard de ce qui aurait pu être avant qu'on perde 70% de notre biodiversité cultivée, mais aussi au regard même de ce qui existe aujourd'hui un peu partout sur la planète. Parce qu'on a quand même énormément, on ne se rend pas compte de la diversité possible. Enfin, si tu veux, au vu de l'accélération de l'industrialisation, à la vitesse où les écosystèmes se détruisent, se polluent, à la vitesse où l'agro-industrie en fait, est en train de massacrer littéralement tous les paysages ruraux, les paysages agricoles et les biotopes, la biodiversité, enfin tout ce qui va dans l'ensemble en fait, d'un paysage rural sain, on voit que cette destruction, elle s'accélère de plus en plus et évidemment Cocopelli et les autres acteurs comme Cocopelli, on est un peu des grains de sable dans une plage et du coup c'est des actions qui sont positives, qui fonctionnent, mais globalement qui auraient besoin de tellement plus d'ampleur pour faire un réel gros contrepoids à l'industrie. Donc là, on est en train de subventionner une agriculture qui détruit la biodiversité, qui détruit les sols, qui déstocke du carbone, qui produit des aliments qui vont créer sans doute beaucoup de cancers, qui polluent l'environnement, qui polluent l'eau. Et si on fait le compte, je pense que cette agriculture qui, soi-disant, est pas chère, coûte très cher, à part qu'elle coûte très cher à tout le monde et qu'elle rapporte beaucoup à certains. Par exemple, l'agronomie qui consiste à essayer de maîtriser le champ dans sa totalité, c'est-à-dire à créer quelque part une table rase où on va venir cultiver des plantes sur un substrat en nourrissant les plantes. Même si c'est des engrais bio, ça ne change pas que ça va consommer de l'énergie, que les plantes tombent malades, ça ne marche pas, quoi. Je ne sais pas comment... Moi j'ai vraiment l'impression qu'on est passé dans un... comme si on se croyait au-delà, et là c'est encore des sujets qu'on pouvait vraiment tout maîtriser, plus puissant que les dieux presque. À partir d'ici là. Et là, tu seras en tailleur du coup. Celle-ci là. Ah, ou peut-être la troisième. Celle-là, elle est bien, je crois. Ouais, la troisième, c'est la plus jolie. Allez. Ça, c'est le contraire de ça. Voilà. Le mec, il va arriver, il va dire qu'est-ce que vous faites? On plante une aubergine. Ah bah putain, il y a un tracteur, ça me fait peur ça. Ah putain, il tourne réellement, putain, c'est réellement chez lui. Ah ouais. Côté se permettre de champ pour prendre une photo. Vous n'avez pas trop longtemps? Combien de temps environ? Ça vous dérange? Non. On a juste mis un petit plant d'aubergine au milieu, je vais aller le chercher. Parce que la voiture, elle vous attendez un peu. C'est ça. Ok, parce que c'est vraiment dangereux. Et au C'est quand même fou que le mec vienne au même moment. Mais moi ce qui me choque, c'est que le mec me dise clairement c'est ultra dangereux. Le fait d'avoir des pratiques en fait, de maraîchage sur sol vivant où tu ramènes de la matière organique brute, très carbonée, qui va se faire digérer par le sol, par la vie biologique, incorporée dans le sol, ça fait remonter les taux de matière organique, donc ça stocke du carbone dans le sol. Mais en fait, je
je ne sais pas si je le fais pour ça, parce que c'est aussi en fait que tu produis des aliments qui ne sont pas toxiques. Je ne sais pas, là on entend plein d'insectes, il y a plein d'oiseaux. En fait, c'est juste que c'est une manière en fait ouais, une manière juste de cultiver. Dans le sens, c'est une manière qui s'insère dans un cycle du vivant et qui n'est pas dans une logique de je transforme un champ en un tube à essai où je vais essayer de tout contrôler, quoi. Tu veux pas qu'on trouve un autre champ ? On va attendre un peu. Est-ce qu'il y en avait un qui était pas loin? Je vous amène à l'endroit où j'ai vu. C'est pas loin d'ici? C'est pas si loin, ouais. Eh ben, au pire, on peut faire ça. Parce que vous pensez que c'est vraiment dangereux de... Je sais pas ce qu'il a balancé, mais oui, les produits sont... Ok. Moi, je pense qu'il faut être lucide, quoi. Le monde, il va vraiment mal, quoi. Chaque jour, les insectes, ils disparaissent un peu plus, le sol, il perd son carbone, les eaux sont de plus en plus polluées, les océans un peu plus acidifiés, nos systèmes politiques un peu plus dégradés encore, nos dirigeants encore moins à la hauteur des exigences. Mais d'un autre côté, rien n'est défini en fait. On pourrait changer ce devenir qui s'annonce très sombre en quelque chose de désirable, en un avenir radieux, mais j'ai vraiment l'impression que c'est plus une question de sensibilité qui a été totalement détruite par la rationalisation de tout et de tout mettre en équation, de tout calculer. Alors effectivement, grâce à la méthode scientifique, on a fait des progrès énormes dans plein de domaines, surtout au XXe siècle. Il y avait cette idée du progrès, mais là on est en train de buter sur un truc et en fait de voir que le monde, en fait, il est plus complexe que ce que l'on peut arriver à mettre dans des équations. Et ce truc infime qui change tout, c'est la vie. Elle est pas droite du tout, Simone. Non. Tant qu'elle femme droite. Le combat féministe, en fait, il a sa place dans tout l'espace public en général. Et la rue, c'est notre espace, c'est l'espace qu'on peut investir de la manière dont on souhaite, en fait. Donc, on l'investit avec des manifestations, on l'investit avec des slogans, on l'investit avec du bruit, on l'investit avec des performances, on l'investit avec des collages féministes. Et c'est super important pour nous de dire la rue est à nous, l'espace public est à nous. Les femmes et les personnes minorisées ont le droit d'exister dans ces espaces-là et d'être entendues dans ces espaces-là aussi. On pense que le féminisme seul n'est pas un projet de société qui va permettre de démanteler tous les autres systèmes de pouvoir. On pense que notre société, elle est oppressive de nature parce qu'il y a du racisme, parce qu'il y a des désastres environnementaux, parce qu'il y a du classisme, parce qu'il y a de la LGBT-phobie, etc., etc. Donc en fait, de plus en plus, et surtout quand on voit comment nos droits sont attaqués de manière de plus en plus tranchante et de plus en plus frontale, on pense que c'est essentiel de travailler en coalition avec d'autres associations et collectifs qui sont sur des luttes complémentaires. En fait. Moi non plus, je l'ai vu après dans la voiture. Parce qu'il m'a dit j'ai la même. Mais en fait, dans tous les cas, tu vois, parce que regarde, là, c'est négligeable, tu vois, c'est un demi-millimètre. Moi, je pense que ça va le faire. Hein. Moi, je prie pour que ça le fasse. C'est vraiment de la bricole. On est tranquille, 3 heures, on est bien. 3 heures. 3 heures. Faut tendre le tissu, accrocher les cadres et faire des gros tests lumière. C'est trop dur d'avoir tout droit. En fait, c'est impossible quand t'as des cadres, un canapé, une table, une balance qui n'est en plus
Ou alors il faudrait tout mettre à niveau en fait. Moi, je sais que j'ai commencé le stand-up il y a 10 ans et je pense qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas la place pour raconter ce que je raconte aujourd'hui sur scène. Donc j'essaie de faire des blagues, bien sûr, sur les violences sexistes et sexuelles. Et alors, je me moque pas des violences sexistes et sexuelles, hein, mais j'essaie d'expliquer en fait à travers mes vannes ce que c'est que la zone floue du consentement, qu'est-ce que c'est qu'un viol par surprise, pourquoi aujourd'hui il y a tellement de MeToo qui surgissent dans la presse, etc. Et je pense qu'il y a 10 ans, enfin je me souviens qu'il y a 10 ans quand j'allais sur scène et que je montais sur scène, j'avais l'impression, avant de pouvoir faire des vannes, de devoir expliquer pourquoi j'étais féministe, ce que c'était que le féminisme, etc. Et genre un peu faire de la pédagogie, genre rattraper les bases, tu vois, rappeler les bases avant de faire mes vannes. Alors qu'aujourd'hui, je peux arriver sur scène, faire des vannes féministes, et les gens sont là pour rigoler, comprennent de quoi je parle, savent ce que c'est que les agressions sexistes et sexuelles, etc. C'est parfait, super. Si tu peux me faire peut-être juste la même chose, mais tu sais, quand tu poses tes mains... Alors attends, je vérifie juste, je regarde un petit peu. La culture du viol et en fait le patriarcat en tant que système de pouvoir qui se situe à la base de la pyramide des violences et qui permet de faire exister tous les mécanismes de pouvoir qui vont amener jusqu'au féminicide qui est le sommet de cette pyramide des violences. Et donc on a besoin de déconstruire cette culture du viol et ce patriarcat. Via des mesures de politique publique et du budget pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Il y a des enjeux de lutter contre la précarité, contre le réchauffement climatique, contre le racisme, contre les LGBT-phobies, via le féminisme et vice-versa en fait. C'est une manière aussi de toucher tous les publics et toute l'intersectionnalité en fait, des identités. Essayer vraiment de comprendre que le patriarcat, ce n'est pas le seul axe de domination et qu'il s'entremêle avec d'autres axes de domination aussi qui sont hyper importants dans le fait de maintenir ces oppressions. Nickel. Et peut-être si on peut en faire une, tu es très droite tout à l'heure, tu me regardais vraiment très perçant dans l'objectif. Ouais, c'était très bien. Et pour moi, le lien entre le féminisme et l'écologie et comment on crée un monde nouveau, c'est plus de démocratie. Plus de démocratie parce qu'on va vers des bouleversements sociétaux très violents, mais surtout environnementaux, avec des ressources qui vont arriver à manquer, une maternité ou une parentalité qui est différente, une façon de faire famille qui est différente, des frontières toujours menacées et tout. Donc on va décider ensemble qu'est-ce qu'on fait avec moins de ressources, qu'est-ce qu'on fait avec plus de monde, qu'est-ce qu'on fait avec plus de dangers, qu'est-ce qu'on fait avec plus de catastrophes naturelles. Et pour moi, c'est la démocratie qui est la solution de tout ça. C'est comment on décide ensemble, comment on discute ensemble, comment on apprend à faire société ensemble. En fait, à chaque nomination du gouvernement qui va de plus en plus vers la droite, vers l'extrême droite, et des personnages politiques qui sont eux-mêmes mis en cause pour violences sexistes et sexuelles, est une violence supplémentaire pour les victimes et aussi pour les associations et les collectifs tels que nous toutes qui luttons contre les violences. Chaque nomination de gouvernement, c'est une violence. Et quand je parle de la colère féminine, et c'est ce dont je parle sur scène, puisque mon spectacle s'appelle Calme et qu'il parle de colère, j'ai l'impression que ça fait vibrer beaucoup de frustration chez les femmes, à qui on a toujours dit que être en colère, c'était ridicule, c'était hystérique, c'était malvenu, c'était mal poli. Et de voir une espèce de starbé sur scène avec ses décolletés, ses paillettes et sa grande gueule qui dit moi on m'a pas donné la place mais je la prends, on m'a dit que c'était interdit de m'énerver mais je tape du poing sur la table et je crie et je brûle tout. J'ai l'impression que ça soulage beaucoup de femmes. Le manque des femmes dans le sport, c'est super triste parce que c'est une réalité qui est partagée à travers le sport, mais c'est une réalité qui existe toujours dans notre société. Je trouve que le dernier calendrier, c'est un projet extra. Enfin, moi, je trouve ça top parce que de lier les luttes sociales, environnementales et autres, parce qu'en fait, quand on est dominant ou violent envers l'environnement ou envers les femmes ou envers les animaux ou quoi que ce soit,
ça vient s'étendre ou envers les religions, voilà, quand on a du mal en fait à accepter l'autre. On a du mal, je pense, à s'accepter déjà soi-même et c'est une violence qui vient s'étendre à tout. Il y a vert au milieu, avec juste à gauche des gros dépôts de carburant là-bas. Non mais je pense qu'au plus c'est celle-ci là. Ah ouais, bah ça on s'emmerde pas, tu vois, on fait le tour de l'île. Ouais. Voilà. Et en fait là de toute façon, Coco il m'a montré, on se met à l'eau là où il bosse, là, sur un petit ponton, on jette le matos, on décolle, on fait une petite remontée au frère, on arrive là-bas et on va trouver. Par contre, lui, je pense qu'il faut enlever les opercules. Parce que là, l'opercule est cassé. Mais du coup, c'était pour la guerre? Ouais, ouais. Oh mon Dieu. Normalement, je crois qu'il a jamais été utilisé celui-là. Là, ça va? Là, ça va, ouais. Bah, l'évolution de la qualité de l'eau dans l'océan, elle est difficile à voir parce qu'elle est invisible en fait. Et tu la ressens quand tu tombes malade ou tu as des odeurs, etc. Enfin, c'est vrai que quand tu vas rider vers Marseille, Anglette, c'est des zones qui sont vachement touchées. Paris, voilà, le sortie du Havre, je pense que ça doit être un peu dans le même cas, mais c'est un sujet qui est hyper difficile parce que investir dans la qualité de l'eau, c'est quelque chose qui rapporte rien, à part, enfin c'est un truc, comment dire, qui a un effet positif mais à retardement, c'est-à-dire que tu vas améliorer la santé des gens, mais ça coûte tellement cher de bien traiter l'eau que parfois il y a des villes qui n'en sont pas capables et qui préfèrent, au lieu de traiter 100% de l'eau, qui traitent 80%, comme c'est le cas de Marseille. On va aller devant la raffinerie Total de l'Amed. Ouais, c'est les copains qui nous mettent des hydrocarbures dans la flotte sur nos spots assez souvent. Et du coup, c'est là où tu es vraiment en contact direct avec la raffinerie. Attention, à partir de maintenant, pour la suivre, je suis obligé d'accélérer. Hein. Tiens-toi bien, protège ton appareil. Vas-y, je te fais un... Vas-y, parle-moi. Parle-moi. C'est la merde. Mon objectif finalement principal, c'est garantir à l'ensemble des usagers de la mer, des pratiquants d'activités nautiques, des baigneurs, une eau d'excellente qualité toute l'année. Et ça marche? Alors, ça marche, mais il y a du travail. En gros, on va séparer les différentes typologies de pollution que tu peux avoir dans le milieu marin ou lac et rivière. Donc, tu vas avoir des pollutions bactériologiques, des pollutions biologiques et des pollutions chimiques. Je vais les dissocier des pollutions visibles, tu vois, tout ce qui est déchets aquatiques. Sur certains paramètres, en gros, tu vas avoir, je pense, une stagnation. Depuis plusieurs années où moi je la surveille, ça va être tout ce qui est lié à la pollution bactériologique. C'est tout ce qui est lié aux stations d'épuration, tout ce qui est lié au ruissellement. Depuis maintenant une quinzaine d'années, moi je ne vois pas spécialement d'évolution positive ni négative, en tout cas, sur cette pollution. Parce que justement, les stations d'épuration ont été, on va dire, challengées et du coup travaillent et assainissent, on va dire, l'eau de mieux en mieux. Pour tout ce qui est par contre pollution d'origine, on va dire, chimique, là on a effectivement de grosses interrogations. Ça fait, je te dis, maintenant une quinzaine d'années que je bosse dessus, ça fait plus de 10 ans aussi que les bénévoles sont très soucieux, ou les adhérents de l'association, sur les enjeux liés à la pollution chimique. À quoi on est exposé, et cette exposition, finalement, est-ce qu'on a un risque? Donc ça, c'est des nouvelles typologies de pollution, comme on appelle, ou les pollutions émergentes. Et là, il y a très peu d'études qui sont sorties et qui nous montrent par A plus B qu'une exposition engendre un risque. Et c'est là tout l'enjeu et le challenge donc, sur ces typologies de pollution. Ensuite, on a la pollution d'origine plutôt biologique, donc ça va être plutôt les blue algae. Donc on va les séparer avec les blue algae qu'on peut avoir sur le domaine terrestre, donc ça va être les cyanobactéries qu'on va retrouver de plus en plus dans les lacs et les rivières, qui peuvent avoir un impact très fort sur l'environnement et également sur la santé des gens. Et sur le bordure littoral, c'est plutôt, tu vas en entendre parler en Bretagne sur les algues vertes, et sur les littoraux plutôt méditerranéens ou ici sud-atlantique, en lien avec Ostreopsis, qui est une algue qui n'est pas endémique de nos territoires et qui elle est apparue plutôt sur des endroits où finalement il était perturbé. C'était pas un écosystème qui était en bonne santé, donc cette algue est venue se positionner sur un peu une niche et se développe et trouve un terrain propice. Et depuis quelques années, ici sur le littoral basque, en gros, se développe et a un impact sur la santé des gens et également en observation sur la biodiversité. Donc si tu me poses la question sur certains paramètres, je te dirais oui. Par contre, sur d'autres, non.
Alors Surfrider, du coup on s'est connu par rapport à un projet qu'on a envie de mettre en place au Portugal, dans le sud-ouest du Portugal, là où j'habite, à Vila Nova de Mil Fontes. Et parce que la qualité de l'eau aussi est impactée là-bas par rapport à l'agriculture intensive et d'autres industries qui aimeraient s'intégrer dans ces régions-là qui sont hyper désertes et avec peu de lutte sociale, donc c'est assez facile de faire un peu ce qu'on veut dans ces territoires-là. Et la qualité de l'eau, voilà, encore une fois, c'est quelque chose, si tu ne testes pas l'eau, tu n'as aucune idée de ce qu'il en est. Et du coup, voilà, c'est le prochain projet avec Surfrider à Lantejo, au Portugal. Tu vois l'endroit où il y a la fumée qui sort? À gauche de ça, il y a plein de gros pylônes. Faudrait vraiment que tu sois devant ça. Et nous, on va se placer après. Si on essaie de réfléchir à plus longue échelle, l'aspect bactériologique, toujours pareil, je vais les prendre par silo, tu vois, parce que justement, on a des leviers d'action par typologie de pollution. Il y a de la réglementation qui va être un petit peu plus stricte sur tout ce qui est l'assainissement à venir. Donc moi, j'ai bon espoir que tout ce qui est lié aux eaux usées, donc eaux pluviales, risque d'être mieux traité. Donc justement, d'avoir peut-être une réaugmentation de la qualité de l'eau sur cet aspect-là, pollution bactériologique. Pollution biologique, j'ai un petit peu plus de doutes parce que c'est des pollutions émergentes, changement climatique. On sait que dans les années qui vont venir, le territoire va être de plus en plus chaud, les eaux vont être de plus en plus faibles en écoulement, tu vois, tout ce qui est ruisseau, et les masses d'eau vont se réchauffer de plus en plus tôt dans la saison. Donc pour moi, on risque plutôt d'avoir une accélération, une augmentation du risque lié à certaines algues ou micro-algues ou toxines qui sont sur nos territoires. Donc je pense que c'est aussi un des enjeux de demain, pour discuter avec les différents acteurs, notamment sanitaires. Bon, on sait que c'est des enjeux de demain. Le chimique est beaucoup plus problématique parce que, comme je te le précisais, il n'y a pas d'études sur la santé. On a des indicateurs, donc tout ce qui est directives cadre sur l'eau. Donc en gros, c'est des directives qui vont essayer de s'intéresser aux enjeux environnementaux et chimiques de la masse d'eau, de nos masses d'eau, qu'ils soient continentales ou nos masses d'eau littorales. Et pareil, en gros, là, on est à 40% de nos masses d'eau à l'échelle européenne qui sont en mauvais état chimique. Et on a plutôt une tendance à aller vers du moins bon. Toujours pareil dans ces histoires de moins d'eau, moins de pluie, concentration plus importante de polluants dans nos ruisseaux, et ça, apport sur nos littoraux qui vont finalement dégrader la qualité de notre environnement. Quand on est sans domicile fixe, on est libre. On fait ce qu'on veut. Tu vas manger ou pas. Tu vas boire ou pas. Tu te fous en l'air ou pas. La vie, c'est une histoire de choix. Moi je fais manger les pauvres, j'adore les pauvres. Et ça a un thé. C'est ça. Tu as vu? Des petits poissons. Comment? Je passe. Bah oui, vu que du coup effectivement c'est comme c'est à la gare qu'on trouve les gens qui réussissent, c'est ceux qui ne sont rien, c'est ça. Nous plaisantons. À peine, hein. Moi je plaisante pas. Toi tu plaisantes pas. Non, David il rigole. T'as vu, il tire le jeu avec lui. J'ai pas compris, mais. Allez. Ce dans quoi on croit et ce sur quoi on travaille, c'est la recréation de liens sociaux pour des personnes qui n'en ont plus. Et c'est particulier parce qu'aujourd'hui, dans le secteur de la grande précarité, tu as beaucoup d'assos qui travaillent, par exemple, sur de la distribution alimentaire, sur de l'hébergement, etc. Pour autant, en fait, quand on est dans une situation de très grande précarité, on est aussi extrêmement isolé. Et cet isolement, en fait, a des conséquences sur tout le reste, sur sa santé mentale, sur sa santé physique, sur le fait qu'on a recours ou pas à ses droits, etc. Quand on est à la rue, quand on est dehors, on est isolé. Et les gens nous isolent. Mais je pense que chacun de nous, en fait, on est tous seuls, finalement. Il y en a qui vont
l'extérioriser, d'autres non, ils vont garder ça pour eux. Et c'est souvent ce qui se passe avec les sans domicile fixe. Et là, maintenant que j'ai une chance d'avoir un toit, j'ai une chance d'avoir une assiette pour manger, etc., etc. Ça m'arrive de rentrer à la maison, de me mettre sur mon canapé, de me retrouver tout seul. Tu vois ? Et je me dis, est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce que tu y es arrivé ? Tu vois ? Donc, on est tous les jours seuls, en fait, tout le temps. Et encore plus quand on est sans domicile fixe. Le fait d'être en situation de précarité fait que sur plusieurs volets de sa vie, on se retrouve finalement au banc de la société. On se retrouve souvent en fait hors normes, en dehors des normes sociales. Donc, par exemple, j'ai plus de travail, du coup je peux plus dire que j'ai un travail, j'ai plus ces cercles sociaux qui sont là-dedans, j'ai pas de logement. Je me retrouve aussi en dehors de tout un tas de cercles sociaux. Et du coup, en fait, souvent, le fait d'être en précarité amène à l'isolement et toutes ces situations combinées amènent aussi à des pauvretés qui sont beaucoup plus durables dans le temps et qui font que la personne, en étant mise au banc de la société et de tout ce qui la compose, en fait, s'isole aussi d'autant plus, quoi. La première fois que j'ai eu mon appartement, je l'ai embrassé. Mais je me disais, j'ai toujours cette phrase, fais attention. On n'est jamais sûr de rien. Tu vois. Mais ouais, j'étais hyper content. On ne peut pas imaginer à quel point c'est des années et des années et des années de errance qui partaient comme ça. À chaque fois que tu ouvres la serrure de ta porte, hop, les années s'en vont. Tu vois. Même si ça reste là quand même. On n'arrive même pas à l'envisager, mais il y a des millions de personnes en France qui ont moins de 4 conversations par an. C'est-à-dire qu'en fait, ça concerne aujourd'hui des millions de personnes et c'est des personnes qui n'échangent pas en fait toute l'année. Quand on dit 4 vraies conversations par an, c'est pas forcément aller chercher son pain et dire bonjour au boulanger. C'est vraiment en fait avoir un échange qui est gratifiant avec quelqu'un. Et du coup, c'est un sujet dont on parle peu et qui pourtant en fait concerne des millions de personnes. Je crois que c'est 11 millions de personnes en fait qui sont dans un état de solitude en France. Qu'est-ce que je pourrais dire à cette personne ? Surtout ne lâche jamais. Tu as un fil conducteur qui s'appelle la vie, c'est 3 lettres. C'est pas grand-chose, c'est 3 lettres, mais c'est juste énorme. Donc ne quitte jamais ce fil conducteur, aie confiance en toi. Vraiment. Qu'est-ce qui m'a fait tenir ? Il y a 2 choses. C'est ma maman et la planète, la vie. J'ai toujours su que j'étais là pour quelque chose. Je ne le savais pas à ce moment-là, mais non, je le sais. Et là, je suis encore en phase de transition. Mais je suis heureux. En fait, ce que j'essaye de faire, autant que possible ici au sanctuaire, c'est de faire en sorte que les animaux redeviennent leur propre porte-parole, tu vois. Ils le font bien, je pense, dans le sens où c'est très important en tant qu'humain de sortir de ce rapport, tu sais, où on est les sauveurs et les sauveuses du monde et nous avons toutes les solutions. Et je pense que l'association Coexister, mon but avec cette structure-là, c'était de montrer qu'on doit co-construire les solutions avec les premiers concernés, en l'occurrence les animaux. C'est fou, il y a tellement d'amour entre eux et toi, ça se voit quoi. Ouais, c'est ce que j'apprécie illustrer en fait, c'est qu'il n'y a vraiment pas de différence dans le type de relation qu'on peut construire avec les animaux, que ce soit des chiens, des moutons, des cochons, des vaches. Mais il faut prendre le temps de les observer, de se calquer sur leur communication, d'apprendre à les connaître individuellement aussi, pas que l'espèce. Et au final, si on leur donne ce temps-là, t'as un peu de morve, ma chérie, là. Et ben, on peut vraiment
créer un lien comme ça de confiance et d'affection. Dans le cadre de mes actions, j'avais besoin d'allier la théorie à la pratique. Et je me suis dit qu'en menant des actions, j'allais provoquer un débat public et médiatique important, mais que c'était aussi important d'aller plus loin que juste les actions choc. Et donc c'est ça qui m'a amenée à rédiger. J'ai toujours adoré écrire. Et donc mon premier livre sur l'industrie laitière est sorti en 2017 et le but c'était vraiment de faire une recherche relativement académique en fait sur qu'est-ce que c'est que la filière laitière en Suisse notamment, mais en France elle est quasiment identique, pour montrer qu'il y a de la souffrance à tous les échelons. Et surtout de dire que mon but, c'est pas juste de rendre tout le monde vegan. Ça va beaucoup plus loin que ça et c'est presque réducteur de dire qu'on veut juste que les gens deviennent véganes. En fait, c'est repenser notre rapport au monde et de montrer que quand on est sensible à la cause animale, eh ben, c'est difficile de se délier aussi des enjeux environnementaux et sociaux. Et donc l'industrie laitière incarnait bien toutes ces problématiques-là, en fait. Et donc j'ai commencé par ça. Et l'idée, c'était de continuer en fait à œuvrer et sur le terrain et avec des outils plus théoriques. Donc, j'ai écrit un deuxième livre en 2018 qui s'appelait « Désobéir avec amour » pour contextualiser les actions de militantisme antispéciste parce qu'elles étaient très mal comprises en société. Et le but, c'était de montrer que toute lutte pour la justice sociale, peu importe la période de l'histoire, en fait, nous a amené à nous positionner de différentes manières. Et donc ça, c'était le deuxième livre. Et le dernier livre, en fait, il est très différent. Il s'appelle « Ce que murmurent les animaux » que j'ai sorti l'année passée. Et là, c'est un livre vraiment qui retrace des enseignements que j'ai pu tirer de la cohabitation avec les autres animaux. Et ce livre, il est essentiellement imprégné des animaux eux-mêmes que j'ai rencontrés ici au sanctuaire, comme Gila, elle en fait partie de « Ce que murmurent les animaux », mais d'autres aussi sur mon chemin. Et comme je le disais, le but, c'est de leur redonner une voix. C'est pas juste d'être leur porte-voix. C'est de pouvoir nous inspirer de ce qu'ils ont à nous transmettre par le biais d'ouvrages ou par le biais du sanctuaire. Mais on doit les tondre, malheureusement, parce que ce sont des races qui perdent plus leur laine naturellement. Ça aussi, c'est de la sélection génétique. Normalement, dans la nature, les moutons, les races anciennes, les races rustiques, elles avaient leur laine qui tombait en lambeaux, en fait, dès qu'il faisait trop chaud, quoi. Et eux, eh ben, ils ont une laine tellement épaisse que si tu les tonds pas, ils suffoquent, littéralement. Donc nous, on les tond 2 fois par année pour vraiment aérer leur peau. Sinon, c'est un cauchemar. Ils peuvent avoir des champignons, des mycoses, juste au niveau dermatologique, mais si tu les tonds pas, ils peuvent mourir de chaud, en fait. C'est fou parce qu'on nous berce de « il faut absolument tondre les moutons parce qu'ils en ont besoin naturellement, etc. » Mais en fait, c'est une réponse commerciale qu'on apporte à nos propres expérimentations scientifiques, quoi. C'est ça. Mais tu vois, par rapport à l'exploitation animale, tu as des exemples comme ça, juste sous ton nez. Tu vois, tu as Jaman, elle a une queue. Et puis si tu regardes les blancs, ils ont la queue coupée. Parce que dans les élevages d'engraissement, en tout cas, dans les élevages d'engraissement, vu qu'ils sont nourris aux céréales alors qu'ils sont des herbivores stricts, normalement, ils ont de la diarrhée. Tu vois, c'est pas naturel pour eux de manger des céréales, c'est appétant, comme si tu nous donnais à nous des chips, voilà, on mangerait, mais c'est pas forcément ça. Et vu qu'on les nourrit aux céréales pour qu'ils engraissent, ils ont de la diarrhée. La diarrhée fait en sorte que la laine de la queue se colle à la laine du corps, et donc ça peut créer des infections parce que les mouches vont pondre dedans. Et donc pour régler le problème dans les élevages, plutôt que de modifier l'alimentation et repenser le système, on coupe la queue des moutons, en disant que c'est pour leur bien. Et donc les 2 petites là, elles faisaient 25 kilos de plus que maintenant. On va dire une pseudo-ferme pédagogique, où elles étaient l'attraction des enfants, quoi. Et donc elles étaient forcées à être au contact tout le temps, et elles étaient très mal nourries, parce que les gens pensaient que vu que ce sont des cochons, les cochons ça mange de tout, et donc elles mangeaient des viennoiseries, et elles étaient nourries à base de viennoiseries tout le temps. C'était des tonneaux, elles étaient obèses. Et donc elles ne pouvaient pas marcher, elles ont développé de l'arthrose précoce, ouais c'est ça, tu vois. Donc c'est ça qui fait qu'elles ont développé ces handicaps, c'est pas la génétique là. Alors que les roses c'est autre chose. Les roses c'est vraiment le poids de la génétique qui fait qu'ils vivent moins longtemps. Pour moi, tout est interdépendant, clairement. Et en fait, je pense qu'en étant sensible à une cause, on devient plus sensible à d'autres. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, hein. Par contre, ce que je vois, ce qui est fondamental, c'est de justement sortir de ces fameux silos dont tu parles. Parce qu'en fait, quand on comprend que le fait qu'une truie comme Gila était utilisée dans un laboratoire d'expérimentation animale, par exemple, hein, elle était utilisée comme truie reproductrice, c'est-à-dire qu'on l'a inséminée de force à répétition jusqu'à ce qu'elle soit plus apte à porter des petits, tellement elle était fatiguée physiquement, elle n'avait que 2 ans et demi, tu vois. Eh ben, sa réalité, elle est directement liée à l'état de santé des humains, parce que les médicaments qui étaient potentiellement testés sur elle, c'est des médicaments pour les humains, essentiellement des médications qui sont liées aux maladies de la sédentarité.
Tu vois, la sédentarité, donc cholestérol, diabète, thyroïde, pression artérielle, etc. Pourquoi les humains souffrent de ce genre de pathologie? En raison de leur mode de vie, en raison de leur mode d'alimentation, etc. Et donc, on peut imaginer cette boucle qui se boucle là-dedans. Mauvaise santé des humains, mauvaise gestion de l'environnement, pollution, le fait que les gens se pourrissent en fait de l'intérieur en étant vraiment pas en accord avec les besoins de la collectivité. Ils vont se tuer au travail, ils vont prendre des médicaments pour essayer d'aller mieux. Enfin bref, c'est une boucle infernale. Et là-dedans, eux, ils subissent sans rien pouvoir dire. Donc si on est sensible aux humains, on doit aussi l'être vis-à-vis d'eux qui sont les premiers à porter les conséquences de nos problématiques en fait. Et souvent, les gens se rendent malades aussi. Pourquoi ? Parce qu'ils mangent très mal et souvent des produits animaux, dont eux sont les premières victimes encore une fois. Et donc tout ça, pour moi, c'est intrinsèquement lié. Et le but, c'est de sortir de ces cloisonnements de lutte, quoi. Enfin, pour moi, ça va vraiment ensemble. Mais je dis ça pas de façon dogmatique. Je dis pas, du jour au lendemain, tout le monde doit être parfaitement féministe, antiraciste, antispéciste, etc., écolo. Il faudrait, dans un monde idéal, qu'on soit le plus inclusif possible. Par contre, on doit pouvoir s'engager là où c'est prioritaire pour nous. Et il y a des mouvements maintenant qui commencent à être intersectionnels. C'est pas partout, mais il y en a. On voit bien qu'on peut essayer de maîtriser tout ce qu'on veut. Il y a toujours une part qui va nous échapper. Et on doit s'y adapter. Et on n'est pas les maîtres du monde, en fait. Même si on essaye, hein. Moi j'essaye ici de régler tout ce que je peux, il y a toujours une nouvelle surprise. C'est comme ça. Que ce soit la météo, que ce soit un nouvel animal qui arrive, que ce soit un animal qui décède, que ce soit tout d'un coup un nouvel éleveur qui se reconvertit. Ça va dans tous les sens, mais c'est comme ça qu'on construit dans une dynamique, je trouve, beaucoup plus harmonieuse, en fait, avec les autres. On n'est pas dans une dynamique de suprématie, en fait. Ça change tout. La lutte que nous vivons depuis déjà de nombreux siècles et qui s'est cristallisée depuis plus d'un siècle maintenant, c'est la lutte pour un droit fondamental qui nous unit tous finalement ensemble, c'est le droit à déterminer son genre, son identité de genre, son expression de genre, ses préférences sentimentales, ses préférences sexuelles. C'est aussi une lutte contre un système hétéropatriarcal et un modèle de société, un modèle économique qui veut contraindre nos corps, maîtriser nos corps, nos désirs et finalement silencier nos luttes. Eh bien, nous sommes au Mémorial des Oubliés de la Mémoire, qui est le premier mémorial en France érigé pour commémorer les personnes victimes d'homophobie, d'LGBTQIA+phobie et centré notamment sur les personnes qui ont été déportées dans les camps de concentration parce qu'ils étaient homosexuels. Je suis beaucoup trop fan de la fleur. Ben voilà, ça avec ça, avec le petit truc. On peut avoir l'impression que l'essentiel des droits LGBTQIA+ ont été acquis, or pas du tout, et on voit aujourd'hui un backlash d'une internationale réactionnaire qui est d'une violence homophobe, transphobe, intersexophobe, putophobe, etc., qui est totalement inédit. Et dans cette internationale réactionnaire qui agit dans le monde occidental mais aussi dans le sud global, où on a par exemple 6 millions de personnes qui ont été coupées de leur trithérapie en Asie, en Afrique parce que Donald Trump a coupé les subventions au NUSIDA, dans un monde où on essaye en France de faire passer des lois transphobes au Sénat, dans un monde où on a un regain d'agression LGBTI-phobe et SOS homophobie le montre, et au niveau européen la France a perdu des places dans le classement des pays les plus ouverts sur la question LGBTQIA+, on a besoin aujourd'hui de se battre toujours dans cette convergence des luttes, sur la lutte contre les crimes de guerre, contre les génocides, cette lutte contre les actes LGBTQIA+ phobes, pour des droits pour les personnes TDS, c'est-à-dire travailleurs et travailleuses du sexe, dans la lutte pour le droit à l'autodétermination des personnes trans, parce que les personnes trans, cette lutte-là, c'est pour les droits humains et c'est pour nos droits à toutes et tous.
la lutte pour les droits des personnes intersexes, la lutte pour les droits pour obtenir des papiers pour les personnes LGBTQIA+, qui sont sans papiers. C'est une lutte aussi contre les violences ordinaires, les représentations genrées des personnes qu'on essaye de silencier, les femmes bien sûr, mais également toutes les personnes sexisées. C'est une lutte aussi contre la précarité des personnes LGBTQIA+, parce qu'on est des populations qui sont plus soumises que d'autres aux questions de précarité, parce qu'on ne bénéficie pas parfois de ces solidarités intrafamiliales qui viennent en aide à d'autres types de populations. La question environnementale dans nos sujets LGBTQIA+, elle est très importante parce que derrière, c'est les mêmes systèmes d'oppression communs où justement on va aller essayer de maîtriser des corps, de maîtriser des environnements, de maîtriser des identités, des expressions de genre, de sexualité, etc. Où on va aussi essayer de maîtriser et de réprimer des environnements où on a une vision par exemple du corps de la femme dans une vision viriliste et hétéropatriarcale qui va être une vision qui va objectiver, transformer en objet, qui va chosifier, qui va exploiter, qui va être dans l'extractivisme et utiliser le corps de la femme comme un extractivisme des désirs masculins les plus violents. Et les questions environnementales sont pareilles, d'autant qu'encore une fois, sur les questions environnementales, qui sont les premières victimes de cet extractivisme environnemental, ce sont les publics les plus précaires. Et parmi les publics les plus précaires, il y a les questions des LGBTQIA+. Donc les questions environnementales sont aussi des questions qui sont très liées au combat LGBTQIA+, par la force des choses en fait. Je pense que quand on s'ouvre à la question d'arrêter de vouloir maîtriser les corps, les expressions et les identités de genre des gens, on commence à percevoir aussi le monde différemment. C'est un symbole assez universel de quand tu demandes à des enfants de dessiner une montagne, généralement ils font un petit triangle blanc en haut. Donc, dans l'imaginaire collectif, il est censé avoir de la neige en haut des montagnes. Donc la question c'est comment est-ce qu'on en fait quelque chose qui soit prégnant pour les gens, et une façon peut-être c'est de se rendre compte que il ne faut pas que la montagne parle au reste de la société en disant aidez-nous à nous protéger, parce qu'on est en danger, mais plutôt on peut venir vous alerter de ce qui vous arrive dessus, parce que nous, en fait, on est aux premières prémices, et le moment où il n'y a plus de neige chez nous, il n'y a plus d'eau chez vous. Il n'y a plus d'eau pour refroidir les centrales électriques, il n'y a plus d'eau pour l'irrigation dans vos cultures, il n'y a plus tous ces trucs-là. Donc, en ce sens-là, ce qu'on essaie de faire attention, c'est pas de créer un mouvement qui soit pour protéger l'objet, mais plutôt que l'objet soit la source de la motivation. En vrai, on a dormi à 5 degrés. T'es mal, les monstres. Oh là là. Ça, c'est à 4000 ça? Ça, peut-être un peu moins. Ça veut dire que on sort des 4000. Ce sont les dernières images. Mais là, il a fondu dans la nuit. Le glacier de l'Argentière. C'est-à-dire que nous, on est des petits trucs fragiles, quoi. C'est-à-dire qu'on peut vivre correctement à cette pression atmosphérique là. Ah ouais. Mais tu montes 3 km, c'est fini. On est des petits trucs fragiles qui foutent bien la merde quand même. Le glacier joue un rôle qui va bien au-delà de la montagne, en fait, qui va jusque dans les plaines. Le premier rôle, un peu le plus visuel, celui qu'on peut voir et qu'on peut deviner, c'est que le glacier joue le rôle de château d'eau naturel. Donc en fait, ce qu'on voit là derrière, c'est une énorme accumulation de neige, et le glacier va redistribuer de l'eau au compte-gouttes, très naturellement en fondant, parce qu'en été forcément il fond. Et donc en fait, ça va alimenter les rivières, les fleuves, les lacs en amont jusqu'en plaine. Par exemple, le Rhône est un fleuve qui est alimenté par les glaciers. C'est l'eau potable qu'on a dans les vallées et même au-delà.
Ça alimente des lacs qui ont des barrages, qui font de l'hydroélectricité. Donc on a l'énergie aussi qui est alimentée par les glaciers, voire même les centrales nucléaires dont les fleuves sont alimentés par l'eau des glaciers. Donc on a vraiment un rôle énergétique des glaciers, on a un rôle au niveau de l'eau potable. On a vraiment un rôle aussi de climatiseur géant. Là, on le sent, hein, il y a vraiment de la fraîcheur du glacier qui nous vient dessus. Donc à l'échelle locale de la vallée, à l'échelle des Alpes avec tous les glaciers et même à l'échelle du monde avec les grandes calottes comme l'Antarctique, le Groenland, ça rafraîchit le climat mondial. Ça le régule aussi parce que ça permet vraiment au niveau mondial, hein, l'Antarctique, le Groenland, permettent de vraiment réguler tout le Gulf Stream, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment des grands climatiseurs mondiaux. On le voit bien ici aussi, ça maintient la montagne en place. C'est comme un ciment. Le moment où la glace fond et disparaît, eh bien, la montagne commence à s'effondrer. On le voit très bien là avec tous les éboulis qu'il y a. Donc en fait, le glacier, on se rend compte que voilà, au-delà d'un objet visuel, c'est un objet qui impacte nos sociétés à part entière, qu'on habite à Paris, qu'on habite à Barcelone, à Rio de Janeiro. Donc ça touche un peu la population du monde à grande échelle en fait. Donc tout le monde est un petit peu lié au glacier. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, tu penses par exemple aux agriculteurs et agricultrices français, ils peuvent avoir une empathie pour le sort d'un glacier comme celui-là. L'impact réel des dégradations du réchauffement climatique sur leur vie, elle sera plutôt sur leur culture. Elle sera plutôt sur leur rendement, elle sera plutôt sur ce genre de choses-là. Donc peut-être qu'il faut qu'on s'évertue à trouver des choses qui sont plus proches de chez nous, plus proches de nos individualités pour vraiment pouvoir se sentir concernés dans notre quotidien, dans notre survie. Et c'est là où, encore une fois, une asso comme la nôtre n'a pas la prétention de bouger la France au complet, mais de participer à un mouvement en allant chercher des gens qui ont une affinité avec la culture dont on est issu, le sport extrême, etc., pour les inviter à prendre part à quelque chose de plus grand, dont sont membres des gens comme Surfrider, nous toutes les associations qui font partie du calendrier. Parce qu'une image globale ne fonctionnera plus à l'heure actuelle, je pense. Hop, il faut toujours être aligné aussi avec l'environnement. Mais venez, on prend le plus long, on se met de la difficulté. Non. Trop stylé de pouvoir boire de l'eau à la source comme ça. Holy shit! Holy shit! It's been there for centuries and probably, yeah, will disappear, sadly, because of human beings. Tous les glaciers sont en train de disparaître. Il y en a qui fondent plus vite que d'autres parce qu'ils sont à plus basse altitude que d'autres. Mais le constat, il est général. Oui, les glaciers sont en train de disparaître. Il y en a qui sont condamnés à disparaître. Il y en a qui ne sont pas condamnés à disparaître. C'est-à-dire qu'il y en a, on ne peut plus rien faire pour eux. Par exemple, dans les Pyrénées, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux arrêter toutes les émissions de gaz à effet de serre. Dans 15 ans, ils vont quand même disparaître parce qu'ils sont... En fait, c'est déjà trop tard pour eux. Par contre, des glaciers comme ici, dans la vallée de Chamonix, etc., c'est pas encore trop tard. Donc on peut, en fonction des trajectoires climatiques d'ici 2100, les sauver ou les faire disparaître. Donc ça dépend de nous, c'est ça qui est intéressant aussi. Comment est-ce que tu manies le fait que tu as envie d'encourager les gens à être meilleurs tout en leur rappelant que le système dans lequel il est éclaté et il fait rien pour les aider? Et cette dichotomie-là d'encourager chaque personne à faire ce qu'il ou elle peut chaque jour, tout en rappelant que tu as un Premier ministre qui pourra aller à son conseil municipal faire un aller-retour en jet privé, quoi. C'est complètement vertigineux de devoir demander aux gens, à une individualité, un effort quelconque face à ces choses-là. Mais ouais. Il y a un an pile. Là, c'est une pile avec l'arbre, tu vois. Ouais. Bon, ouais. Là, il faut arriver à voir, mais par exemple, toute la partie là, elle est partie. Toute la partie en bas là. Et les trucs montaient plus haut. T'as vu les blocs que ça fait? Là, c'est des petits morceaux fragiles un peu. Ah ouais, donc ça a reculé de genre 30 mètres quoi. 30 mètres avec des morceaux qui se sont écroulés. Waouh! Yes sir. Ah bah oui. Vas-y. Tombe pas en arrière. Oh! Longer la glace et aller se mettre là en bas pour qu'il ait ces dents de glace là au-dessus. Tu vois? Et pas qu'elles soient loin. Faut vraiment qu'on ait les pics blancs tout en haut de la photo. La disparition des glaciers, c'est des mauvaises nouvelles, mais ça apporte aussi son lot de bonnes nouvelles, c'est-à-dire que c'est des espaces vierges qui sont colonisés par de la vie. Et c'est des espaces primaires, donc
où l'homme n'a encore jamais eu d'influence. Et du coup, c'est des enjeux aussi de protéger les zones glaciaires ou les zones post-glaciaires. Le glacier disparaît, on protège ce qui reste. L'univers a une date de fin. Ce qu'on fait n'a aucun sens. Donc autant essayer de faire un truc qui nous paraît être promoteur de plus de bonheur autour de nous. Parce que globalement, ce qu'on fait entre maintenant et la date d'expiration, c'est ça qui nous définit, c'est pas la fin, quoi. Non, jamais. J'en ai eu des choses, mais là, pas ça. Avec Banlieue Climat, on a formé à peu près plus de 500 jeunes dans toute la France. Je peux vous assurer qu'ils ont des parcours différents, des vies différentes, des trajectoires différentes. Et il y en a certains qui étaient très chauds pour venir à la formation, d'autres qui disaient mais le climat, de quoi tu me parles? Ça fait pas partie de mes réalités, j'ai d'autres problèmes. Et ils sont quand même venus. Cergy, Jouy-le-Moutier, Strasbourg, Montpellier, Trappes, Morpart. Il y a des sujets qu'on a du mal à aborder, il y a des sujets qu'on ne se sent pas légitime d'aborder, et notamment l'écologie, à travers plein de filières, ou plein de sujets en tout cas qui y touchent. Et grâce à Banlieue Climat, aujourd'hui je suis légitime et je suis fière d'aller n'importe où avec eux et de parler de tout ce qui concerne l'écologie et de tout ce qui concerne les femmes. En fait, on a un millefeuille d'inégalités sociales et environnementales qui est vraiment au plus haut, que ce soit sur la question de l'antiracisme, sur l'environnement, sur la question de l'habitat, du logement, de l'alimentation, le volet culturel, chaque action qu'on met en place sur le terrain. Chaque lutte qu'on peut porter, qu'elle soit encore plus récemment sur les questions du contrôle aux faciès, qui est clairement lié à la question environnementale. Et d'ailleurs, c'est l'un des gros projets qu'on porte ce mois-ci, où on signe avec le ministère de la Justice. Clairement, on voit qu'il y a une convergence des luttes et il y a un combat à porter. Et c'est comme ça dans plusieurs thématiques, plusieurs sujets, sur différentes causes. On sent que la question de l'écologie populaire, on sent que la question des premiers concernés est vraiment au cœur de tous les sujets, et à travers ce qu'on porte au quotidien et ce que les associations de quartier portent depuis des décennies. On n'est pas forcément conscient que ce qu'on porte comme sujet, c'est lié à la fonte des glaces, à des sujets vraiment qui sont portés par souvent des gens qui ne nous représentent pas forcément. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on fait avec Banlieue Climat, c'est que l'outil de la formation, donc de ce qu'on a créé, nous a permis de faire le lien avec des scientifiques du GIEC, de l'avoir vulgarisé et d'aller justement travailler cela avec nos pairs, avec nos gens. Et aujourd'hui, avec Banlieue Climat, ce qui marche et ce qui plaît, c'est que c'est un contexte tellement anxiogène, tellement compliqué, que du coup, on voit beaucoup d'amour, on voit beaucoup de choses positives qu'on ressent réellement, parce qu'on est vraiment, on est vraiment sincère dans notre intention est vraiment bonne. La banlieue influence le monde, et la banlieue, ils sont invisibilisés, on ne les entend pas, on ne les voit pas. Et aujourd'hui, nous, on a fait vraiment notre combat, un combat personnel et collectif en même temps. Si l'océan meurt, on meurt tous. Et en même temps, on est complètement déconnecté de cet organisme vivant qui, à la fois, biologiquement nous permet de survivre, mais qui est aussi un baume pour nos âmes. Et vraiment, pour moi, l'océan, c'est ça que ça cristallise. C'est cette amnésie collective
qui fait qu'on s'est complètement divisé, on s'est séparés les uns des autres, mais on s'est séparés aussi du vivant. Et on s'est rendu nous-mêmes une espèce orpheline. Tu vois, quand on massacre le vivant, c'est la racine du mal qui fait qu'on massacre le vivant est exactement la même que celle qui fait qu'on se massacre entre nous. Bon. Comme ça, je le Tu le porte. prends à ce niveau-là. Ok. Et tu le tiens, tu vois, presque plus comme un... Tu vois. Regarde ça un peu. Ah, attends. Regarde comme ça. C'est pas tant une question d'espoir pour moi, c'est une question surtout de vérité et de justice. Ma boussole, c'est le cœur. Si ça sonne juste pour mon cœur, je sais que je me trompe pas. Et à partir de là, je me déconnecte presque du résultat finalement. Parce que aujourd'hui, j'ai la conviction, encore une fois, qu'on est dans quelque chose de bien plus grand que nous, qui nous dépasse. Et que finalement, la vraie question, c'est qu'est-ce que chacun et chacune fait dans ce grand test qu'est la vie pour nous réunifier, pour qu'on se souvienne. Et là, si tu veux, la question de l'espoir, elle devient presque facultative. Vous voulez pas qu'on mette de l'eau un peu dessus pour que ça fasse un peu plus... Vous voulez que ce soit sec? Mais je crois que c'est le but, on va pas les rocher. On est à une époque de l'humanité là qui est une époque charnière. C'est-à-dire que les gens vont mal, sans doute plus mal que jamais, parce que, alors oui, il y a des dégradations des conditions de vie, il y a l'écart qui se creuse entre les plus riches, les plus pauvres, il y a beaucoup d'injustices sociales. Mais quand tu regardes au-delà de ça, globalement, l'humanité va mal dans presque sa philosophie, sa façon d'être au monde. Tu vois, les gens qui ressentent dans leur chair cette douleur quand ils voient des animaux se faire massacrer, des forêts se faire saccager ou des enfants mourir dans des guerres, c'est la même chose, tu vois. Cette sensibilité à la souffrance de ce qu'on croit être autrui. Le fait de le ressentir à ce point, ce qu'on appelle l'empathie. En fait, ça vient simplement du fait qu'on est un peu moins amnésique que ceux qui se sont complètement déconnectés et qui ont oublié qu'on est la même chose. Et s'il y a bien quelque chose qui symbolise cette problématique de déconnexion qu'on a avec qui nous sommes, c'est bien l'océan. La patate douce, la patate africaine, la patate italienne. De quoi? Je passe bien la caméra. Ah, il fait bon là. C'est bon, il reste combien de cagettes? Trois cagettes? On a, tu distribues ça devant maintenant là? Après, plus tard? Là, aujourd'hui. Ok, super. Parce qu'on n'a pas beaucoup de machin. Allez, parfait. Vas-y là-bas, toi-même, non, je sais pas. Allez, viens. Là, il y a les filles là. Quoi, on est là? Tu feras le relais s'il vous plaît, je vais là-bas. Vas-y, je suis là, moi, depuis tout à l'heure. Il n'y a pas mieux celui ou celle qui ressent la douleur pour pouvoir l'exprimer. Les gens ne s'en sortent pas. Quand tu es femme isolée, quand tu as des enfants en bas âge, quand tu payes ton loyer, quand tu payes tes factures, ben, il ne te reste plus rien. Tu es toujours en négatif, tu es toujours à découvert. Et ces personnes-là qui viennent ici à l'après-midi récolter leur colis alimentaire, s'ils ne font pas ça, ben, c'est très compliqué, c'est très dur. Ils se disent que finalement, je ne sais pas si je vais remplir le frigo, je ne sais pas si mon enfant va pouvoir manger. C'est bon, tu peux commencer. Merci. Merci, mon petit cœur. Ah, toi tu es le meilleur, je le sais. À 3h30, il était là. La faim nous fait perdre la raison. La plupart des voyous, des délinquants qu'il y a dans nos cités n'ont pas le choix de devenir délinquants parce que le système les pousse, la faim les pousse à pouvoir se débrouiller. Ils n'ont pas le choix que de se débrouiller par ces moyens-là. La bagarre, elle va durer jusqu'à notre dernier souffle. Et on se bat pas pour nous, on se bat pour
une génération qui mériterait de pouvoir vivre dans un monde de partage et notre victoire à nous. C'est pas de s'approprier le lieu, c'est de le partager. Je n'ai jamais cherché à vouloir gagner, mais je m'interdisais de perdre et que je me dis l'opportunité, la chance que j'ai pu moi avoir de pouvoir arriver à reprendre confiance en moi, de pouvoir m'insérer, de pouvoir évoluer. Tout être qui a eu une enfance ou une vie un peu difficile ou une vie un peu cabossée, eh ben, il peut reprendre confiance en lui à travers cet outil ou ce lieu. Donc je ne me bats pas pour moi, je me bats pour mes frères et sœurs que je ne connais pas, que j'aime plus que mon être. Et je suis satisfait de moi, d'avoir eu ce courage de pouvoir juste résister. J'ai fait que de résister. Et comment on pourrait passer le reste de notre temps heureux. On devrait le prendre pour pouvoir sortir de l'entre-soi, pour essayer de sortir de sa bulle. On court derrière le temps, alors que le temps ne nous appartient pas. Et pour moi, le temps, il joue contre nous.